de France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi 12 décembre, évidemment, attaque à Strasbourg. Il s'agit d'une personne fichée S, on l'a appris d'ailleurs très tôt hier soir. Du coup, une idée qui émerge de pas mal de médias mainstream, de différents journalistes et de différentes rédactions qui proposent d'incarcérer de manière préventive les fichés S étant donné la menace. Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et on en reparle dans un instant bien entendu. Suite à l'attaque de Strasbourg, les gilets jaunes doivent-ils arrêter les manifestations au moins pour quelques jours? En tout cas la droite le propose. On en reparle avec vous, vous me donnerez votre avis. Et puis toujours les gilets jaunes, mobilisation lycéenne, le flashball objet du délit. On ne compte plus le nombre de blessés graves à cause d'un tir de flashball. Pourtant les forces de l'ordre continuent de recourir à cette arme non létale. Nous y reviendrons tout à l'heure. Merci d'être avec nous, Razik Metish et Faiza Ben Mohamed avec vous et en direct bien sûr pour intervenir au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum, ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous en direct comme chaque jour de 16h à 18h avec aujourd'hui. Je crois que c'est votre première à tous les deux, hein, Razik Metish. Deuxième? Ah bah oui, je suis bête, oui, c'était votre deuxième, bah oui. Faiza Ben Mohamed est avec nous. Bonjour Faiza. Bonjour à tous. Elle a quasiment pas dormi Faiza, hein. Donc soyez indulgents avec elle. Ça ira mieux demain, ouais. Ça ira mieux demain, effectivement. Razik, toi aussi, t'as veillé toute la nuit? J'ai veillé toute la nuit et j'ai été réveillé assez tôt. Ah, c'est vrai, je t'ai vu, parce que voilà, on peut rien cacher aux auditrices, aux auditeurs, on se parle entre nous. D'ailleurs, on a l'impression que sur ce groupe qu'on a en commun, c'est une surveillance 24 sur 24. C'est ça, c'est la hotline. Quoi qu'il arrive, hop, ça Fabuleux, il tourne 24 heures sur 24. Mais genre, si jamais tu perds un article, tu le retrouves jamais. Il est fondu après dans les autres commentaires, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est un travail de recherche laborieuse. Après, faut suivre en diagonale, effectivement. En tout cas, soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. On va évidemment parler de ce qui s'est passé à Strasbourg et sur France Maghreb 2, bien sûr, avec ce qui s'est passé donc hier soir. On a appris aux alentours de 20h passées. Donc il y avait une fusillade dans un quartier de Strasbourg, qui est la capitale européenne, qui abrite en ce moment l'un des grands événements de la ville de Strasbourg que vous avez peut-être visité, Razik et Faiza, le fameux marché de Noël que tout le monde aime voir à Strasbourg. Et cette fusillade donc qui a eu lieu dans un quartier, du coup bah ça a provoqué forcément la panique. On va y revenir en long et en large sur cette actualité avec vos appels au 01 40 33 9000 d'ores et déjà pour nous appeler. Je vous propose d'accueillir avec nous un Strasbourgeois que vous connaissez peut-être. Il est islamologue également, c'est monsieur Yanis c'est bonjour Yanis. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes strasbourgeois, vous êtes islamologue. Quelle est votre première réaction au lendemain de ce qui s'est passé chez vous à Strasbourg? Tout d'abord, c'est vrai que par rapport à d'autres attaques qu'on a connues, quand ça se passe tout près de chez vous, ça prend tout de suite une dimension beaucoup plus personnelle et émotionnelle. Donc c'est vrai qu'hier soir, quand j'ai appris ce qui s'est passé, tout de suite on s'inquiète de savoir est-ce qu'il y avait des proches qui étaient en ville, des amis, de la famille. Et en plus, comme beaucoup de gens, comme il y a le marché Noël actuellement, moi, mon épouse m'avait proposé d'aller en ville et finalement on n'y est pas allé. Donc on se dit que voilà, ça finalement les choses ne tiennent à pas grand-chose. Et ensuite, comme vous avez peut-être pu suivre, le tueur s'est déplacé et il a été dit qu'il était au quartier du Neudorf et en fait c'est tout près de chez moi. Et moi j'y étais en fait au moment où ils ont annoncé qu'il était là-bas. Donc tout de suite il y a eu une panique au niveau de ma famille, on m'a appelé, etc. Je suis rentré. Et après toute la soirée, effectivement, on appelle des amis, on regarde si tout le monde va bien, ce qui se passe. Et donc ouais, ça prend tout de suite une dimension très inquiétante, quoi. Yann Ismail, donc en direct avec nous depuis Strasbourg. Faiza, c'est un peu ce que tu as aussi connu, toi, de ton côté à Nice, lors des attentats du 14 juillet 2016. Oui, carrément, c'est que là, ce que décrit Yanis me parle complètement. C'est que pour nous, le soir du 14 juillet, je me trouvais pas sur la promenade des Anglais, mais j'y suis arrivée genre peut-être 5 minutes après le camion meurtrier. Et effectivement, voilà, c'est l'angoisse. Et puis au fur et à mesure, tu reçois des messages qui t'informent. Moi, dans mon bâtiment, j'ai mon petit voisin, il avait 4 ans et demi. Il s'appelait d'ailleurs Yanis aussi, qui est décédé. Ma voisine d'en face. Je veux dire, après, tu reçois toutes les 5 minutes des textos qui t'annoncent des drames. Et du coup, tu vois, nerveusement, c'est hyper compliqué. Et ça prend vraiment une autre dimension de ce que tu vois à la télé, parce que la France l'avait déjà vécu. Je veux dire, à Paris, avec les attentats du Bataclan, avec le Stade de France, avec Charlie Hebdo, avec Toulouse, Montauban.
Mais quand c'est chez toi, en fait, c'est vraiment une dimension, je dirais, affective, et c'est vraiment le chaos, mais le chaos intérieur. Yann Ismaël, c'est à l'islamologue que je m'adresse à présent parce que depuis hier soir, évidemment, on entend sur les chaînes d'infos en continu et puis un petit peu partout sur les réseaux sociaux qu'apparemment Strasbourg abriterait beaucoup d'islamistes radicaux. Oui, bon, alors je pense que en tant que tel, c'est pas quelque chose qu'on mesure au quotidien. Il y a pas plus de drame ici qu'ailleurs. Ça, d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive ici. Oui. Et justement, ça faisait des années qu'on entendait qu'il y avait des menaces sur le marché de Noël. Exact. Mais, on était plutôt tranquille. Après, il est vrai d'une chose, et même moi qui ai des amis dans différents quartiers de Strasbourg, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des profils ou sur ces dernières années qui avaient des profils de radicalisés. Il y avait eu beaucoup de départs de différents quartiers de Strasbourg en Syrie pour rejoindre différents groupes extrémistes. Il y a des cas que je connais. Pas directement, mais par exemple des amis de différents quartiers qui pouvaient les connaître, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu ce phénomène-là à un moment, et donc ça existe, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il faut exagérer. Ouais. Peut-être Razik, une question à Oufeiza, à Yanis Ismaël qui est avec nous, qui, je le rappelle, islamologue et qui est strasbourgeois en direct sur France Maghreb 2. Avant de vous laisser la parole, à quoi ressemble Strasbourg aujourd'hui, là, maintenant, à l'heure où l'on parle? Vous êtes ressorti depuis ce matin? Je suis sorti ce matin. Bon, je suis resté dans mon quartier, mais qui est tout près du Neudorf. Ce que j'ai pu voir, c'est que on ressent sur le visage des gens qu'il y a une vraie inquiétude et une forme de traumatisme. Ouais. Et les gens en parlent beaucoup, il y a un vrai stress vis-à-vis de ce qui s'est passé, surtout que le marché de Noël, c'est une période clé dans la vie locale strasbourgeoise. Rappelons qu'il est fermé aujourd'hui, hein. Alors, le marché de Noël en tant que tel, oui, mais ils ont réouvert les rues. D'accord. Ou l'événement social, donc les rues commerçantes. Mais à ma connaissance, oui, effectivement, hier soir, le maire avait décidé de fermer le marché de Noël au niveau de ses activités commerciales. Et sinon, il y a toujours une très grande présence policière dans différents endroits. Il y a toujours. On parle de 700 policiers qui seraient à la chasse, donc concernant ce fameux shérif. Est-ce que vous le connaissiez, ce shérif? Ce chiffre, vous voulez dire? Non, shérif, celui qui a. Ah non, alors moi je le connaissais pas. En revanche, avant même que si vous voulez que les médias annoncent l'identité de l'auteur. Ça a été très vite d'ailleurs. Moi-même par différents amis que j'ai dans différents quartiers de Strasbourg, j'avais déjà été informé de son identité, de son nom, j'avais même eu son adresse et sa photo. Ouais. Et donc c'est quelqu'un, donc d'après moi je le connais pas personnellement, mais il vient d'une famille que les gens connaissent dans son quartier, etc. Et qui, bon, alors lui il était lié à des délits de droit commun. Ouais. Mais après il était au niveau des gens qui pouvaient le connaître, même de manière très très partielle, il n'était pas forcément identifié comme quelqu'un de radicalisé. Après, selon les informations qui ont été délivrées dans les médias, au niveau de la police, etc., il y avait quand même des suspicions à ce niveau-là. Razik, peut-être une question à Yanis Ismaël en direct sur France Maghreb 2 avec nous. Tout d'abord un mot de compassion et de courage pour les Strasbourgeois, pour l'ensemble de vos familles et pour les prochains jours. Je me souviens malheureusement aussi que les jours qui ont suivi le 13 novembre 2015 sur Paris et en région parisienne, il y avait une pression atmosphérique qui était hallucinante. Donc vraiment bon courage à vous et pour avoir vu un petit peu le ressenti des Strasbourgeois, le mot qui revenait dans la plupart d'interviews que j'ai pu regarder ou consulter, c'était qu'ils se sentaient pas forcément impactés car ça arrivait loin de chez eux. Et malheureusement, là encore une fois, le drame a frappé et fait rentrer dans cette thématique Strasbourg et un dernier mot pour finir, j'aimerais témoigner et faire part de toutes mes condoléances à la famille aux familles des différentes victimes et un prompt rétablissement aux blessés, en espérant que toute la lumière, et j'ai bien toute la lumière, soit faite sur cet événement. On est encore à chaud, il y a une procédure en cours, mais d'ores et déjà, il faudra bien évidemment poser les bonnes questions et tirer les bonnes conclusions de cet énième drame qui frappe encore notre pays. Yanis, avant de laisser peut-être la parole à Faiza, est-ce que la contagion de la théorie du complot qui alors émerge énormément sur les réseaux sociaux, notamment depuis hier soir, a aussi envahi la ville de Strasbourg? Alors, je
je pourrais pas vraiment vous dire au niveau de Strasbourg, mais j'ai aussi suivi ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Et je pense que, alors, ma propre perception est certainement partagée par d'autres Strasbourgeois, c'est-à-dire que comme nous, on a vécu les choses de manière un peu plus directe. Ouais. C'est-à-dire que ça nous passe un petit peu par-dessus la tête. C'est-à-dire qu'on pense vraiment pas à ça. C'est-à-dire moi, mon premier souci hier soir, c'était vraiment que ma famille soit en sécurité, que je puisse rentrer chez moi. Et toutes ces histoires de théorie du complot, les liens qui sont faits avec les gilets jaunes, honnêtement, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je trouve même que c'est c'est déplacé. Je trouve que c'est assez déplacé. Faiza Ben Mohamed pour Yanis Ismail. Bah moi, je me posais la question de savoir, vous qui êtes sur Strasbourg et qui êtes du coup sur un lieu qui est encore à risque parce qu'on n'a toujours pas retrouvé le tueur présumé. Est-ce que vous avez l'intention de réadapter votre comportement dans les prochains jours, en tout cas jusqu'à ce que le tireur soit retrouvé, ou est-ce que vous avez l'intention de continuer à vivre normalement comme si rien ne s'était passé? Parce que j'imagine que ça doit quand même être l'angoisse de savoir qu'il y a quelqu'un en liberté comme ça qui peut repasser à l'acte. Je vous avoue que ça crée un vrai sentiment de paranoïa et je l'ai vu chez d'autres Strasbourgeois avec qui j'ai parlé. Et c'est vrai que même, par exemple, moi, quand je suis sorti ce matin, des réflexes qui peuvent paraîtraient ridicules de prime abord, mais c'est vrai que des fois, on voit une personne comme ça, on réfléchit à deux fois. Et ça crée un sentiment de paranoïa et qui nous fait parfois envisager le pire au-delà même de ce qui est de la rationalité habituelle, quoi. Donc ça, c'est vrai que je pense que ça va encore toucher pas mal de monde pendant un certain nombre de temps, au moins dans les prochains jours. Jusqu'à ce qu'on le retrouve. Surtout comme je vous l'ai dit, moi, ce qui était inquiétant aussi, c'est qu'en fait la personne avait, enfin, selon ce qui a été rapporté par les médias, par la police, l'assassin, le tueur, était vraiment assez près d'où j'habite, c'est le quartier à côté. Donc forcément, on s'est dit, est-ce qu'il peut se déplacer, et on sait jamais, ça peut tomber sur nous. Donc c'est vrai que ça crée un vrai sentiment de paranoïa, quoi. En tout cas, effectivement, comme le disait Razik et Faiza, évidemment notre sympathie pour les victimes, nos condoléances aux familles qui ont perdu un proche et un prompt rétablissement pour les blessés parce qu'il y en a beaucoup. Ces fusillades, Yanis, qui ont eu lieu dans deux quartiers, c'est ça, différents de Strasbourg hier soir? Alors, si vous voulez, donc il y a eu, elles ont eu lieu dans différents endroits, mais principalement donc c'était au centre-ville, c'est là qu'il y a eu les victimes. Grosso modo, pour juste faire une petite carte là, pour expliquer à nos auditeurs, est-ce que c'était loin du marché de Strasbourg? C'était à peu près à combien de distance? Alors, si vous voulez, en fait, le marché Noël, c'est un espace assez large. Vous avez des endroits clés où vous avez des commerces ou des activités, mais ça couvre en fait pratiquement l'ensemble du centre-ville avec ce qu'on appelle la place Kléber, la cathédrale. Et en fait, si vous voulez, le tireur s'est déplacé, mais donc là où il y a eu notamment des tirs, c'était vers un endroit qui s'appelle les Arcades. Ensuite, il s'est déplacé et il est allé ensuite dans un quartier qui n'est pas trop loin, mais qui est quand même plus loin que le centre-ville, qui s'appelle Neudorf. Et donc apparemment, il y a eu aussi des tirs là-bas. Alors j'ai pas les détails à ce niveau-là. Il y a eu des échanges de tirs avec la police apparemment dans ce quartier qui n'est pas au même endroit que là où s'est passée la fusillade. D'accord. La fusillade où il y a eu des morts. En tout cas, on vous souhaite un bon courage pour la suite. Je sais que ça va pas être facile. Je sais qu'on va être un petit peu dans la parano là dans les jours à venir. Surtout si ce tueur présumé est toujours en fuite et tant qu'il ne sera pas arrêté, neutralisé, il y aura quand même cette peur, cette perceptible. Je pense que ça se voit dans les regards lorsque vous croisez des gens que vous ne connaissez pas dans la rue. Il y a toujours cette parano qui s'opère. On l'a vécu nous à Paris, hein, Razik, hein, en 2015. Voilà. Avec notamment ce qui s'était passé le 13 novembre, je pense que vraiment ça a été un choc total. Ça a été un choc absolument, de savoir que c'était un endroit qui était des endroits même qui étaient censés être les plus sécurisés, le Stade de France, une salle de concert en plein Paris, l'Est parisien, les terrasses. Et qui pouvait toucher, qui a touché tout le monde. Pour le coup, rares sont les personnes en Île-de-France qui n'ont pas perdu une connaissance ou un ami ou une connaissance d'une connaissance. Ouais. Ça nous a touché en plein cœur. Et l'assaut s'est passé à Saint-Denis. Les profils des personnes étaient des profils qui habitaient dans le 93. Enfin, ça pouvait parler à beaucoup de monde en Île-de-France. On s'était vraiment senti touché dans notre cœur.
Et je pense que les Strasbourgeois doivent ressentir la même chose. Donc vraiment, encore une fois, bon courage à vous et espérons que tout ça passe très vite. Malheureusement, merci en tout cas Yann Ismaël d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir livré votre première réaction au lendemain d'un drame qui a touché votre ville. Je rappelle que vous êtes islamologue et que voilà, vous êtes un citoyen de Strasbourg, un Strasbourgeois comme on dit. C'est ça, hein, Strasbourgeois. C'est ça, tout à fait. Merci en tout cas Yassine Ismaël. Bonne journée. À très vite. N'hésitez pas, on est là tous les jours, le grand forum. Merci. Voilà, pour cette c'est vrai que ça rappelle. Je suis sûr que dans les mots prononcés par Yanis, Faiza, tu t'es reconnu dans ce que vous avez vécu pour Yanis, parce que là, pour le coup, c'était. Alors nous, on a été choqués à Paris, mais vous, je pense que ça a été avec ce qui s'est passé, l'horreur de ce qui s'est passé à Nice. Ça vraiment, je pense, ça a laissé des traces jusqu'à maintenant d'ailleurs. Bah alors il y a eu des événements voilà qui sont ceux qu'on connaît, mais la ville de Nice ne s'est pas relevée comme Paris, parce qu'à Paris vous avez je dirais l'habitude de vivre ensemble. Ouais. Les quartiers sont mélangés indépendamment des couleurs, des religions, des classes sociales, et vous êtes vraiment mélangés. Et à Nice ça s'est vraiment passer d'une manière complètement différente et qui a été vraiment difficile à vivre parce que d'un côté c'était l'horreur. Après moi je sais que personnellement j'ai été hyper touchée parce que j'ai des amis qui ont perdu leur maman, voilà, avec qui j'avais passé cette soirée-là. C'était vraiment difficile, et après il y a eu toute la vague après ça, là où on a voulu participer aux minutes de silence, où on s'est fait expulser des minutes de silence, où il y a des gens qui ont sorti les musulmans parce que voilà, il y a des gens qui ont insulté des familles de victimes parce qu'elles étaient voilées et qu'elles étaient considérées comme complices alors qu'elles venaient de perdre leur mère. C'était vraiment difficile, il y avait vraiment un climat qui s'est installé après pendant des semaines ici, c'était horrible. Il faut lire le livre de Hanan Chari qui explique, revient là-dessus d'ailleurs, c'est dramatique. Ouais. Alors la question du jour, évidemment, alors vous avez peut-être remarqué depuis qu'on vit ces attentats, malheureusement depuis on va dire 2015 quoi, 2012 il y avait Mera, mais toutes ces personnes qui sont en cause, directement visées, sont des fichiers S. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'une fiche S, mon cher Razik ? Est-ce que tu connais un petit peu comment ça se passe ? Pour le coup, oui, il y en a différents types. C'est une fiche dite S pour sûreté de l'État, qui correspond à la sûreté de l'État. Il y en a de différents types. Après, rentrer dans le détail, je suis pas assez calé. Faiza, peut-être pour les fiches S. Alors, parce que là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des chiffres et il faut faire extrêmement attention aux chiffres. Exactement. Alors, il y aurait, attention, je parle au conditionnel, environ 20 000 fiches S qui ont été établies sur l'ensemble du territoire national sur ces dernières années. D'accord. La fiche S, elle permet de surveiller. Alors ça surveille des individus qui sont donc pour le coup fichés pour une potentielle atteinte à la sûreté de l'État. Ouais. Et à plusieurs degrés, qui sont des degrés du coup de surveillance avec des numéros qui vont de 1 à 7. D'accord. Plus l'individu est dangereux, plus il sera surveillé et plus les moyens qui sont employés seront développés. On a le numéro de celui-là, là, de ce fameux shérif ? Non, pas du tout. Non. D'accord. Et même si je l'avais, je pense que c'est là en l'état, je crois que c'est pas nécessaire de dévoiler beaucoup d'informations à ce sujet, de compromettre éventuellement des enquêtes ou des informations. Ouais. Après, la fiche S, et il faut rappeler que la fiche S n'est qu'une fiche, et que justement, si on a une fiche S et pas de condamnation, c'est que la personne qui est fichée ne s'est pas rendue coupable ni de délit ni de crime pour le coup, parce qu'on parle de crime en matière de terrorisme. Elle est au courant de la personne lorsqu'elle est fichée ? Elle est en principe jamais au courant, à moins d'avoir des connexions qui compromettent du coup l'enquête. Elle est pas au courant. Ça peut. Après, tu peux toujours tilter un petit peu quand à l'aéroport, quand tu vas par exemple en voyage et que le policier te demande où est-ce que tu vas au moment du contrôle des passeports. Ou voilà, c'est surtout ce type de surveillance. Le policier, quand il va prendre ta pièce d'identité, lui, il sait que tu es surveillé. Il sait qu'il doit recueillir un maximum de renseignements pour pouvoir justement les adjoindre à cette fiche. Mais par contre, toi, tu ne perçois rien. Alors sur les 20 000, tous sont pas fichés S pour radicalisation. Non, évidemment, t'as énormément aussi de fichiers S qui sont en lien avec les mouvances extrémistes du ultra-droite, qui sont aussi visés aussi par des enquêtes de terrorisme. Il y a même des écologistes, j'ai vu. Oui, des militants d'extrême gauche. Il y avait des gens sur Notre-Dame-des-Landes qui étaient fichés S. Absolument. Les manifestations pour le climat, les altermondialistes, enfin tout ce qui se bouge un petit peu et qui peut
que l'État peut considérer comme une atteinte à sa stabilité, en fait, tout simplement. On peut couper la poire en deux, visiblement, elle est 10 000 radicalisés, à peu près. C'est difficile à dire là sur ça, vraiment, j'ai pas de chiffres, je veux pas m'aventurer sur un du coup, on a osé la question, parce qu'il fallait oser, mais on l'a fait parce que c'était intéressant, et je suis pas mécontent d'ailleurs du résultat, je dois vous le dire. Parce que on a posé la question, est-ce qu'il faut, d'après vous, parce qu'on sait, on l'entend, que toutes ces fichiers S, toutes ces personnes fichées S, ils ont toute une fiche S. Voilà, je vais y arriver. Quand on parle de présumés terroristes. Alors, est-ce qu'il faut, quand une personne est fichée S, l'incarcérer de manière préventive? C'est une idée d'ailleurs qui est reprise dans la presse, chez certains courants politiques, chez certains éditorialistes, chez certains journalistes. Alors on s'est dit, tiens, on va la poser la question. Je me suis dit, très logiquement, d'après notre auditoire, ça va faire du 90%, 95%, non. Eh bien non. Alors sachez que la question a été très, très, très suivie sur Twitter notamment. Sur Twitter, et je dois dire, j'ai regardé un petit peu ceux qui ont voté, les profils, vous savez, on peut voir sur Twitter qui votent. Beaucoup de gens de droite, et voire même un peu plus. Écoutez, le résultat, il est assez surprenant. Vous allez peut-être me l'expliquer, parce que j'ai encore pas trouvé l'explication. C'est 40% oui, 60% non. Voilà, 60% ne sont pas pour incarcérer les fichiers S de manière préventive, alors que c'est une idée qui émane en particulier de la droite et de l'extrême droite. Razi, comment tu l'expliques? Pour le coup, comme tu l'as dit, vu qu'on a beaucoup de nos amis de la droite extrême et d'extrême droite. Je t'ai montré les profils, oui, bien sûr, voilà. Oui, qui sont venus participer à ce vote. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils ont fait remonter cette tendance. C'est-à-dire que peut-être sans cette participation, on aurait eu un sondage de l'ordre de 80% qui serait contre et de 20% qui serait pour. Et peut-être, et je dis bien peut-être bien, que la participation de nos amis de droite extrême et d'extrême droite a fait remonter ce taux. En tout cas, quoi qu'il arrive, le fait que cette question soit polémique doit nous interpeller. Exactement. Exactement. Parce que pour le coup, parler de détention préventive sur la suspicion, sur le fait d'avoir des faisceaux, conviendrait à l'idée même du droit et à l'idée même de l'état de droit et à l'idée de démocratie, pour dire les mots très tranquillement. C'est la porte ouverte un peu. C'est la porte ouverte à Minority Report. On serait vraiment dans la science-fiction. Ça veut dire que le fait d'avoir, même pas, c'est le fait que l'on émette un doute sur votre capacité à passer à l'action, on vous met en détention préventive, et quand bien même lorsque l'on sait que souvent la radicalisation se passe où? Elle se passe en prison. Donc ça veut dire que là, sur internet, concrètement, ou sur internet, enfin, mais pas dans les mosquées en tout cas. Mais pas dans les mosquées, c'est là où le bas blesse, encore une fois. Pour reprendre là le profil là qu'on a sous les yeux, c'est quelqu'un qui relève de la délinquance, et qui, au fur et à mesure de ses détentions, va se radicaliser. Donc il y a bien un problème dans les prisons, et c'est un cas qui n'est pas anodin, et ce n'est pas le seul. C'est un cas, je ne dirais pas révélateur, mais c'est un cas qui doit nous interpeller aussi sur l'état de nos prisons et les conditions d'incarcération en France, où est-ce qu'on ne passe pas totalement à côté, c'est-à-dire resocialiser les personnes qu'ils payent leurs méfaits, ça je veux bien l'entendre. Mais s'ils deviennent ensuite potentiellement beaucoup plus dangereux qu'au moment où ils sont sortis, c'est qu'on a totalement raté l'incarcération. Sur Facebook, on a un peu moins de votes, mais on a une tendance qui est sensiblement la même, avec 61% de non, contre 39% de oui. En tout cas, vous continuez de voter. Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel, et on a presque battu des records de vote sur cette question. Donc ça prouve quand même que ça intéresse, et il était intéressant de la poser. Faiza, dans un instant, juste après la pub, toi qui connais un peu mieux que nous l'outil Twitter, t'es très suivi d'ailleurs sur Twitter, t'as des vrais amis d'ailleurs, des superbes amis, eh bien tu vas nous expliquer comment t'expliques ce résultat, sachant, je répète vraiment que j'ai regardé un petit peu les profils de ceux qui ont voté. Droite à la sarkozyste, Sarkozy, des patriotes, voilà, beaucoup. Et on a ce résultat qui va à l'encontre de ce qu'on aurait pu avoir finalement. Je rappelle le résultat sur Twitter LGF officiel, 60% répondent non. On ne doit pas incarcérer des personnes fichées S de manière en tout cas préventivement. Voilà. Tu nous expliqueras tout ça dans un instant, ma chère Faiza, puis on écoutera le procureur. On a un nouveau procureur. Vous savez que je préférais presque l'ancien, dis donc.
Ben moi j'étais dégoûtée tout à l'heure quand j'ai pas vu Molins. Il était bon, Molins. Il était bon, Molins. C'était suspense, il avait la petite accent comme ça. L'appartement conspirationniste. Voilà. Il avait des formules choc, vraiment. C'est ça. C'était. À tout de suite, ne bougez pas, c'est le LGF. Vous allez pouvoir nous appeler aussi pour répondre à cette question, parce que votre avis nous intéresse. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, le grand forum, le LGF, votre émission où l'on parle en toute liberté, sans langue de bois. Dans cette émission, le peuple s'exprime au 01 40 33 9000 avec Razik Metiche et Faiza Ben Mohamed qui sont avec nous aujourd'hui. À vous, bien sûr, à nous appeler au 01 40 33 9000. Alors je tiens tout d'abord à remercier particulièrement une personne qui est au sein de l'équipe du LGF et qui fournit un travail extraordinaire, Anan Zawani, et qui m'envoie des chiffres sur les fiches S radicalisées qui ont été révélées d'ailleurs dans un journal, et ça ne s'invente pas, dans Valeurs Actuelles. L'entourage du ministère de l'Intérieur a révélé à Valeurs Actuelles le chiffre de 15 000 fichiers S liés à un mode de radicalisation. Ça c'est effectivement, il y a même la carte donc des régions les plus touchées. 15 000 sur 20 000, Faiza. Voilà. C'est le chiffre qui a été rapporté. Ouais, ça fait du 75%, quoi. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. Ça fait beaucoup. Après, ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que ces fiches S, elles sont faites aussi par un système qui consiste à la délation tout simplement par des voisins, des signes des signes qui sont considérés comme étant des signes de radicalisation, mais qui sont en fait des signes de religiosité pour beaucoup. Ouais. On parle aussi de port du voile, on parle de port du gilbeb, on parle de port de la barbe, on parle de port de camis pour sortir à l'extérieur. Oui. Il y a quand même des procédés qui sont assez discutables dans l'élaboration de ces fiches S. Ensuite, sur le sondage, puisque tout à l'heure... Oui, alors à propos de Twitter, Faiza, oui. La question du sondage, c'est simple. L'extrême droite, je pense, a tenté de saboter le sondage du Grand Forum en essayant de le rééquilibrer. Après, c'est de bonne guerre. Hein. Moi, je sais que je participe régulièrement à ce genre de choses. Quand je vois que sur les grandes gueules sur RMC, ils sont en train de poser des questions un peu islamophobes, ben je participe et j'invite mes contacts aussi à participer pour redresser et donner un résultat d'accord. que je juge légitime. D'accord. Mais après, il y a aussi surtout le timing de la question, Christophe. Il faut bien considérer que cette question, elle est posée aujourd'hui, oui. Et que la réponse, elle est forcément épidermique et dans l'émotion. Exact. Je leur ai posé hier, alors qu'il n'y avait pas eu d'attentat depuis plusieurs mois. Le résultat n'aura pas été le même, bien sûr. Le même taux et le même engouement. Oui. Alors sur Facebook, on a un peu pas le même équilibrage. Or, j'ai regardé ceux qui ont voté oui, c'est beaucoup de personnes aussi avec des prénoms à consonance, tu vois. Donc il y a aussi des personnes, et c'est pour ça que ça en soit très intéressant de poser cette question. Et c'est pas parce que effectivement le RN ou les partis de droite reprennent un sujet qu'il est inintéressant. On faut pas le rejeter, en tout cas il faut s'interroger. Et en tant que tel, si on doit le traiter ici, quelque part, c'est bien ici, avec vous, avec les auditrices et auditeurs. On a aussi ce rôle. Donc vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Est-ce qu'on doit tous ceux qui sont fichés S là, de manière préventive, les incarcérer? Je sais évidemment qu'en droit c'est extrêmement compliqué, ça paraît même d'ailleurs impossible, mais on se pose quand même la question, et de voir par exemple qu'il y a 39% de gens qui pensent que oui, il faut les incarcérer. La première question que j'ai envie de poser, moi, à vous deux, est-ce que la fiche S sert à quelque chose? Moi j'ai envie de dire non, au vu de ce qui se passe. À chaque fois, ce sont des fichiers S. Donc on n'a pas été capable de les détecter, de la dangerosité de leur acte prémédité, d'autant plus que la personne qui a fait ça, la présumée personne donc qui aurait commis cet acte, cet attentat ou cette fusillade à Strasbourg, avait été perquisitionnée le matin même, hier matin, dans une autre affaire. Il n'était pas chez lui. Ils n'ont pas jugé bon, j'allais dire, te mettre une alerte, un dispositif plus important pour essayer de le retrouver avant qu'il commette cet acte. Alors c'est vrai que c'est très facile de parler à notre place, hein. Bien entendu, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants de l'affaire, mais est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette fiche S, Razik? En tout cas, on doit se poser la question aujourd'hui. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a la confluence de deux impératifs. Le premier impératif est un impératif de sécurité, le second impératif est un impératif de liberté. Ça veut dire que concrètement, la sécurité, il faut bien le rappeler, est la première des libertés. Mais pour autant, est-ce que l'impératif de sécurité, est-ce qu'on doit pousser l'impératif de sécurité et contrevenir à nos principes démocratiques et à notre liberté? En tout cas, quoi qu'il arrive, poser la question des fiches S, vu que ce n'est pas la première fois que quelqu'un fichier S passe à l'action, je pense, est un début et
encore plus, il y a eu des commissions parlementaires qui avaient été créées au lendemain des affaires Mohamed Merah, au lendemain du 13 novembre, qui avaient pointé des défaillances, certaines défaillances des services de l'État, parce que si on arrive à la tuerie de masse, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des défaillances, nul n'est parfait, je ne jette pas la pierre, c'est juste faut prendre appui sur le réel et poser les bonnes questions et tirer les bonnes conclusions. On ne sait pas forcément quelles ont été les retombées. Et une deuxième chose, les renseignements français et les services de sécurité français étaient connus dans les années 80, 90, même jusqu'au début des années 2000, comme parmi les meilleurs du monde. Ça veut dire les renseignements généraux, le GIGN, le JPN, les troupes d'élite étaient vraiment connus comme étant... L'exemple donné en 94 Bien avec sûr, la prise d'otage de l'avion d'Airbus, à Marseille, mais c'est une réussite formidable. Il n'y a pas eu le plus grand blessé a été le pilote qui s'est jeté du cockpit. Ça a été le plus grand blessé. Sinon, je croyais qu'il y a eu un mort quand même par les assaillants avec Alger pour décoller. Alger pour décoller. À Marseille, il n'y a eu aucun mort. Ouais. Et surtout lors de l'intervention du GIGN avec le cahier des charges qui était s'occuper d'un avion avec plus de 200 passagers, avec des personnes lourdement armées qui voulaient en découdre, avec aussi un cockpit pris en otage, ressortir de là avec 0 mort, mais réellement imaginez-vous bravo, en plus chapeau. Et lorsqu'on met en comparaison aujourd'hui, dans un avion, hein. Passage restreint dans un avion. Enfin, si on se souvient des images, on a eu des troupes qui sont arrivées avec des monts de charge et qui ont monté un assaut, mais c'était prodigieux. Ouais. Aujourd'hui, le GIGN et le RAID français, pardon de poser la question. Il faut se poser la question. À un moment ou à un autre, il faut poser la question. On a des services de renseignement aussi. La DCRI, est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose? On est passé des renseignements généraux qui étaient parmi, voire le meilleur service de renseignement au monde, avec des petites mains, avec des agents, avec des personnes sur le terrain, et on a voulu passer au tout technique. On voit bien les résultats aujourd'hui. Il y a des failles. Donc, il faudra bien que une fois le temps d'instruction passé, il faudra que les politiques s'emparent de ce problème, car ce n'est plus possible, et c'est plus possible surtout d'ensuite dire à l'opinion tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, les responsables politiques ont des responsabilités, c'est bien pour ça, faut qu'ils les prennent. On pourrait parler aussi de Sentinelle, parce que le tueur d'hier a réussi à passer 2 reprises. Le Sentinelle, ils n'ont pas pu le maîtriser. Il a pu même prendre un taxi, c'est avec ce même taxi d'ailleurs qu'il a foncé dans la foule. Enfin, c'est hallucinant. Faiza, cette fiche S, ça sert à quelque chose ou pas? Franchement, il faut vraiment raison garder sur ce sujet. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je veux bien qu'on considère qu'elle sert à rien, mais en attendant, il faut quand même aussi reconnaître une chose, c'est que l'État français a quand même déjoué un certain nombre d'attentats grâce à ces fiches S et grâce au système de surveillance. Donc, il faut pas tout critiquer. Non, je dis pas qu'elle sert à rien. Je dis qu'en l'État, on doit se poser la question. On doit se poser la question des failles sur les fiches S existantes et qui sont dans un passage à l'acte. Mais après, là où il faut aussi regarder, je vais te prendre un exemple tout bête. Mais imagine que je suis fiché S. Oui. Je suis là chez moi. Oui. Le renseignement aujourd'hui privilégie beaucoup la surveillance sur les réseaux sociaux. Il faut reconnaître que la surveillance sur le terrain, elle laisse beaucoup à désirer, et que les réseaux sociaux, demain, si je poste un truc, je vais être perquisitionné demain matin à 6h, tu peux en être certain. Si je vais, là, je sors de chez moi, je vais commettre un acte, qui va m'en empêcher? Quand même j'étais fiché S, qui va m'empêcher de ça? C'est impossible, techniquement c'est impossible, on peut pas mettre un homme derrière chaque personne qui est fiché S. C'est un nombre colossal, ça mobiliserait un nombre beaucoup trop important de membres des forces de l'ordre. Il faut reconnaître que l'État ne peut pas tout. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que de prévenir la personne qu'elle est fichée et de l'obliger quelque part à venir, je sais pas, pointer 2 à 3 fois par jour au commissariat. Le problème, c'est qu'on a vu les dérives lors de l'état d'urgence. On a fait pointer des gens qui ensuite ont été pas blanchis parce qu'ils étaient même pas dans les affaires, mais il y avait eu, pour le coup, on avait surréagi. On avait surréagi, et pour aller dans le sens de Faiza, dans l'émotion. Et pour aller dans le sens de Faiza, elle a totalement raison. C'est un rapport qui est asymétrique. C'est-à-dire que les services de renseignement ont le devoir d'avoir tout le temps de la chance. Les terroristes doivent avoir de la chance qu'une seule fois. C'est ça. Alors, je rappelle les chiffres, sur les 20 000, le chiffre le plus souvent rapporté de personnes fichées S, 15 000. La chance, je mets ça entre guillemets. Oui, bien sûr. 15 000 selon donc des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur à valeur actuelle. Il serait environ 15 000 personnes fichées S pour un mode de radicalisation. Bachir est avec nous, nous appelle de Paris, il a son avis à donner et il le prend, il a raison, 01 40 39 000. Bonsoir Bachir. Bachir ?
Ah bon, Bachir, il est perdu dans les fils du téléphone. Qui nous rappelle en tout cas 01 40 33 9000 parce que on veut vous entendre aussi sur cette question, et vous pouvez d'ailleurs continuer de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Est-ce qu'on a retrouvé Bachir? Allô? Oui, Bachir? Non, c'est pas Bachir. Ah bah c'est pas Bachir. Donc c'est qui alors? C'est Saïd. Bonjour Saïd, bienvenue à vous. Ça va et vous? Ça va très bien. Alors Saïd, quel est votre avis sur ce sujet-là qui nous divise un peu là pour le coup, enfin qui nous questionne? Bonjour à tout le monde. J'interviens à propos de ce sujet. J'ai constaté qu'on a voulu résoudre un problème par un autre problème, donc ça marche pas toujours. Imaginons un acte barbare pareil qui est produit aux États-Unis ou à un autre endroit. Est-ce que c'est spécialement un radicalisme? Ce sont des actes qui se produisent aussi par rapport à des gens malades psychiquement et tout ça. Donc la règle, là, on veut mettre la règle à chaque fois qu'il y a un acte pareil, c'est un intégré. Donc la règle n'est pas générale à ce sujet-là. Donc il faut trouver d'autres solutions parce que, à mon avis, ficher quelqu'un ou le soupçonner, ça on est dans une voie impossible. Donc il faudra trouver d'autres moyens. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas Saïd pour votre prise de parole. Alors je disais tout à l'heure avant la pause, le procureur de Paris, Rimietz, il s'appelle, a fait le point sur l'enquête. La piste terroriste se précise selon lui. Écoutez ce qu'a dit le procureur à la mi-journée. Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier Allah Akbar, la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits dès hier soir. Une enquête en flagrance a été ouverte des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Sur les investigations, de nombreuses investigations pour localiser le fugitif sont en cours et plusieurs perquisitions ont été réalisées cette nuit dans des lieux que celui-ci est susceptible de fréquenter. Je peux vous informer que 4 proches du mis en cause ont été placés en garde à vue cette nuit. Ces gardes à vue sont donc toujours en cours. Voilà, c'était le procureur à la mi-journée, extrait de la conférence donc du procureur de la République de Paris, Rimietz. Donc c'était aux alentours de midi. C'est vrai que j'avais une petite préférence pour François Molins, mais bon allez. On s'écarte là. Peut-être Youssef de Drancy qui est avec nous. Salut Youssef. Salut. Alors Youssef, ton avis? Le problème c'est que en fait le mec il a été condamné 27 fois alors qu'il a que 29 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il foutait en liberté? C'est ça la vraie question en fait. 27 fois et il a fait de la prison en Allemagne, en Suisse et en France aussi. En Allemagne surtout. Il a été condamné à 1 an seulement pour un braquage. Ouais. Et donc c'est dans le cadre d'ailleurs d'un braquage qui devait être arrêté hier matin, visiblement. Ouais, et hier matin, mais il a échappé à des contrôles. C'est ça. Oui, c'est donc pour toi il avait rien à faire dehors, c'est ça? Il y a beaucoup trop de laxisme. En plus, il y a la radicalisation, ça se fait souvent en prison. Des mecs même pas religieux, ils arrivent en prison. À la fin de leur peine, ça devient des radicaux. C'est ça le vrai problème. Hier, j'ai écouté un spécialiste de la justice, il disait que tous les mecs qui finissent leur peine là, ils vont en prison, à chaque fois qu'ils reviennent, ça devient des bombes à retardement. Merci Youssef. Est-ce qu'on a vraiment des chiffres là-dessus sur la radicalisation en prison, Faiza? Non, on n'a pas de vraies statistiques qui soient établies. Par contre, il est vrai de dire que les processus de radicalisation, mais qui sont pas que des radicalisations religieuses, je parle aussi de la radicalisation criminelle ou de la radicalisation violente, s'opèrent souvent en prison. C'est pour ça que les magistrats, par exemple, hésitent beaucoup à placer les enfants en détention et cherchent beaucoup d'alternatives à l'incarcération quand ils ont entre 16 et 18 ans pour pas justement avoir à les exposer à ce système pénitentiaire qui exacerbe la violence, la haine et la défiance auprès des institutions. Et ça, c'est une logique imparable.
Et on se souvient d'ailleurs au lendemain des attentats de 2015, Bataclan, Saint-Denis et aux terrasses de Paris, qu'il y avait beaucoup de mosquées perquisitionnées, alors qu'on s'est aperçu, ça c'est vérifiable, que il y a très peu de radicalisés qui l'ont été, en tout cas au travers d'une mosquée, Razik. Hein. Oui, bien sûr, mais comme l'a très bien dit Fazia, c'est que l'incarcération pose problème. Ouais. Dans les processus de radicalisation, au contraire, les mosquées sont faites pour déradicaliser. Pourtant, il y a des aumôniers qui sont très sérieux quand même. Oui, bien sûr, mais peut-être que ça leur échappe. Tu peux que nourrir la haine quand t'es enfermé en plus, jamais t'es enfermé pour des motifs pareils, alors quand on t'enferme, mais quand tu ressors, c'est encore pire, tu peux que exacerber ton sentiment de rejet, ta haine viscérale, quoi. Alors comment on fait? Comment on fait pour trouver la solution? Trouver d'autres alternatives à l'incarcération. Ouais. Et avoir un véritable suivi pour une réinsertion. Le but, c'est pas de casser des gens. Le but, c'est pas d'en faire des bombes à retardement quand ils sortent. Le but, c'est de les réinsérer dans la société et qu'ils trouvent toute leur place pour une société harmonieuse. C'est ça le but dans un monde idéal. Le système judiciaire n'est pas bon en tant que tel. Oui, je pense. Enfin, mais c'est même pas que le système judiciaire. Hein, tu sais, en matière de terrorisme, on est souvent en train de parler uniquement du volet pénal, du volet ordre et tout. Mais ici, on s'attaquait vraiment aux causes sociales et qu'on faisait vraiment des travaux là-dessus pour avoir des pistes sur comment faire en sorte qu'un enfant français qui est né en France, qui a grandi en France, qui a été sur les bancs de l'école de la République ne retourne pas contre son pays. À un moment donné, il faut remettre en cause certains manquements qui ont été faits par l'État français et qui pourraient, si on arrivait à y remédier. Ouais. Et puis même, on a un certain nombre de comités je sais pas, on est au 4e plan, je crois, de lutte contre la radicalisation. Ouais. Mais à quoi servent ces gens? On a mis beaucoup d'argent là-dessus. Mais oui, mais à quoi servent ces gens? Faudrait qu'on ait un audit de savoir où est passé l'argent et à quoi il a servi, quels sont les résultats. J'ai vu par exemple Dounia Bouzar a été très critiqué là-dessus. On a des personnes qui font des carrières là-dessus, faut le dire aussi. Dounia Bouzar par exemple. Dounia Bouzar, elle a touché 900 000 euros. Enfin voilà, il y a des gens qui font des carrières, ça a été des accélérateurs formidables de carrière pour eux. À un moment donné, faut leur demander des comptes à ce qu'est-ce que vous avez fait de l'argent public? Quels sont vos résultats? Il y a des bombes qui explosent, il y a des gens qui meurent. Quels ont été vos résultats? Quelles sont vos actions? Kamel, clairement, la déradicalisation qui n'existe pas mais qui a été vendue comme telle après les vagues d'attentats, notamment de Mohamed Merah, par certains universitaires, certains éducateurs, certains membres du ministère de la Justice et tout ça, elle n'a pas porté ses fruits et elle a été considérée par certains comme des accélérateurs de carrière, mais comme aussi des machines à cash. On a subventionner l'institution de Dounia Bouzar à hauteur de plus de 900 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? 900 000 euros. C'est énorme. Sans être certain des résultats, parce qu'on vend un projet, on vend même pas un truc concret, on dit on va essayer, et on sait même pas combien de personnes elle a réussi à ravoir. Après, je remets pas en cause sa bonne foi, et j'imagine qu'elle a quand même fourni un travail, et que peut-être elle y croyait. Mais la déradicalisation aujourd'hui, mais soyons sérieux, mais ça n'existe pas. C'est une niche. Kamel de Montreuil est avec nous, il nous appelle, messieurs, dames. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir à vous. Bienvenue sur France Maghreb 2, Kamel. Vos collaborateurs. Oh, moi, c'est je voulais beau ça. Parler, déjà, il n'y a pas de communauté musulmane. Oui. Il y a des franco-maghrébins qui ont hérité d'une religion, leurs parents. Donc, c'est des jeunes qui ont pratiqué l'islam par rapport à leur fratrie, par rapport à leur famille. Donc c'est dur de trouver dans un contexte religieux, c'est dur de trouver un équilibre. D'un point de vue sociologie et spirituel, c'est pas évident. Donc ils nous parlent que c'est des islamistes, alors que c'est des gens qui sortent en boîte de nuit, qui fument, etc. C'est vrai, ouais, qui va à l'encontre finalement d'un comportement de bons musulmans, on va dire, non? Je sais pas. Disons que c'est des jeunes qui considèrent qu'ils l'islam, c'est une religion personnelle. Hein. Faiza, oui, parce que t'as l'air assez d'accord. On voit des hijabs comme accessoires, comme un fond de teint. On voit des barbes à scratch. Tu rentres dans un restaurant, c'est salam alaikum, alors que non, on est en France. Bonsoir, bonjour, voilà quoi. Ouais, Faiza. On voit de l'islam partout, alors qu'ils ont même pas un échantillon sur eux. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je suis assez d'accord. Alors pas dans la caricature, parce que je me permettrai pas de parler. Alors que, au lieu de fréquenter les mosquées, on devrait revenir. Moi, je vais en province souvent. Ouais. Les franco-maghrébins ont déserté les centres-villes, ont déserté les lieux de culture, ont déserté les galeries d'art, ont déserté les musées, ont déserté les bibliothèques, etc., etc. Kamel, je veux dire, avant d'avoir un pouvoir politique et se servir de l'islam pour récolter des voix dans les quartiers, il faudrait aider la population à revenir, avoir un pouvoir culturel
et à revenir comme avant, dans les années 80 après la marche des beurs. Revenir dans le pouvoir culturel. Voilà, pas la marche des beurs, voyons. Mais non, la marche des beurs, ça a été le nom qui a été récupéré par SOS Racisme. Non, on n'en veut pas de celui-là. C'est la marche. Ouais, la grande marche. La grande marche pour la dignité contre le racisme. Voilà, tu permets qu'on en place une, cher Kamel, Faiza, qui t'écoute depuis tout à l'heure. Elle est assez d'accord avec toi, je crois, Faiza. Je suis d'accord, disons sur le fond, tu vois, ton auditeur, j'ai oublié votre prénom, je suis désolée. Kamel de Montreuil. Kamel, vous Kamel comme un caramel. Qu'il y a un espèce d'islam hérité culturellement des parents, et c'est vrai qu'il faut aussi poser la question, parce que ça c'est vraiment toujours occulté, parce qu'on aime bien dire que la radicalisation se fait dans les mosquées, alors qu'on sait avec certitude que les processus de radicalisation ne s'opèrent pas au sein des mosquées. Oui. Donner un rôle aux représentants religieux. Les imams aujourd'hui, ils jouent un rôle, je suis désolée, mais au sein des mosquées, c'est eux quand il y a un problème, c'est eux qui arrivent à détecter que ils ont un rôle social, est en train de dévier ou pas. Ils ont un rôle social à jouer là-dedans. Et si culturellement parlant et religieusement parlant, les parents arrivaient à inciter un petit peu plus leurs enfants, je suis pas en train de faire du prosélytisme, hein, mais à apprendre quand on leur apprend la religion, à pas uniquement leur donner un truc des règles de tu manges pas de cochon, tu feras le ramadan, voilà, et tu te retrouves avec des gamins qui mangent en cachette et qui voilà qui en fait pratiquent l'islam pour tu l'as jamais fait, Faiza, rassure-nous. Si, mais moi je l'ai fait, mais on l'a tous fait, faites pas semblant. Non, moi je l'ai pas fait. Arrête, je me désolidarise totalement de ces propos. Razik, tu l'as jamais fait quand t'étais jeune. Quoi donc, manger pendant Ramadan. Ah non, moi c'était l'inverse, mon père voulait pas que je le fasse quand j'étais petit, je le faisais en cachette en fait. Ah ouais, d'accord. Bon. Ah non, moi je le mangeais. Je voulais le faire, ça faisait. Je faisais semblant, mais. Non, mais où je voulais en venir. Par exemple, quand on sort. Mes parents, ils m'ont jamais forcé. En plus, je veux dire, mes parents, ils s'en fichent complètement que si je le faisais ou pas. Mais genre, je disais je le fais, mais des fois je mangeais à l'école. Mais les gamins, tout le monde le fait. Bah oui, merci Kamel en tout cas pour ton appel depuis Montreuil et ton avis, voilà, qui est très intéressant en soi. Merci beaucoup. Oui, Razik. Juste pour reprendre, il y a un acteur, il me semble qu'on a totalement oublié. Vous allez voir qu'il va revenir c'est le maire en fait. Le maire des villes. Ah oui. Le maire de chaque ville. Dire Manuel Valls. Non, on parle pas. On va pas parler des Espagnols, c'est un problème franco-français. On va laisser Manuel Valls à Barcelone avec ses histoires espagnoles. Il a fait le choix de nous quitter, très bien. Hein. Qui reste bien là-bas. Je crois que aussi on fait le choix de le quitter. Hein. Oui, moi j'espère qu'il le mette à la retraite politique, ça se fera du bien pour tout le monde. Alors, mais pour revenir avant la pub. Plus sérieusement, on a mis totalement à l'écart le maire. Ça veut dire que dans certaines villes, il y avait des fichiers S, le maire ne savait même pas que son administré était fichier S. Ouais, ça a été une demande d'ailleurs de fait par certains maires. Oui, une demande absolument, et vous allez voir que ça va être mis sur le tapis, ça va être proposé comme une des solutions, et il me semble que ça va dans le bon sens parce que il y a un problème dans le terrain en fait. Au niveau du renseignement technologique, on est fort, mais au niveau du terrain, on est plus fort, et je pense que ce maillon qui relie le central au local est essentiel. Alors, dans un instant, pardon? Moi, je suis contre ça. Ah, non, alors tu nous diras pourquoi. On va ouvrir le débat dans un instant, si vous voulez bien. Ouais. On parlera de la chasse à l'homme, parce qu'il y a une véritable chasse à l'homme. On parle de plus de 700 policiers à ses trousses, hein, ce monsieur. Shérif, ce tueur présumé. Et on parlera de cette question qui commence à agiter. Du coup, alors, les manifestations des Gilets jaunes, on fait quoi? On les interdit? On les autorise? Est-ce qu'on déploie le fameux état d'urgence pour que personne ne puisse sortir? On en reparle avec vous au 01 40 33 9000. En tout cas, continuez de voter, de répondre à la question aujourd'hui. Est-ce que les fichiers S, on doit les incarcérer de manière préventive, bien sûr. Sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter. Twitter, LGF officiel. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. C'est vraiment votre espace de liberté, mesdames, messieurs, avec Razik Métiche, avec Faiza Ben Mohamed qui est avec nous. Notre Faiza à nous. On la garde, hein, bien au chaud d'ailleurs. Elle est avec nous tous les mercredis maintenant. Ça y est, t'as pris date. Les mercredis, ça y est, j'ai pris mon ticket. T'as pris ton ticket pour le mercredi, absolument. Voilà. Alors, pourquoi tu n'étais pas d'accord avec Razik avant d'accueillir Fatima, Faiza Ben Mohamed? Qui se disait, alors je rappelle que lui, Razik, si je ne vais pas dénaturer ses propos, était pour le rôle du maire. Oui. Le rôle du maire qui est essentiel selon toi. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je considère qu'il y a des maires qui peuvent instrumentaliser cette information et des fins politiques pour nuire soit à l'État quand ils sont en conflit politique et qui peuvent aussi compromettre le principe de confidentialité de ces fiches. Elles sont faites pas pour être connues. Ouais. Et je sais que, en tout cas ici dans ma ville à Nice, le maire veut avoir ces fiches, il les a pas eues et heureusement qu'il les a pas eues parce qu'en conseil municipal, il donne des fois des informations quand il arrive à les avoir en sous-main. Il donne des informations notamment avec les noms ou même adresses
stress de personnes qui sont recherchées ou quand voilà. Puis si tu travailles pour la ville aussi, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir un impact, mais surtout ce qu'il faut rappeler, c'est que ces fiches S, tu vois, après l'état d'urgence, après les attentats de Paris en novembre 2015, l'instauration de l'état d'urgence a permis à la France de mener plus de 4500 perquisitions, dont seulement 9 ont mené à des enquêtes pour du terrorisme. Donc on est à plus de 4500 pour le coup de perquisitions et d'actions de restriction de liberté qui sont pas justifiées. On va rappeler quand même qu'est-ce qu'une perquisition, parce que c'est extrêmement ça laisse des traces, hein. Ce sont des maintenant ils appellent ça des visites domiciliaires. Ouais, bah alors super, hein, les visites domiciliaires, ils défoncent tout, hein. C'est genre je sais pas. On vient te rendre visite chez toi, mais on toque toujours pas la porte. Alors il y a des. Non, on défonce. L'État a été condamné pour des choses comme ça, notamment dans un restaurant en région parisienne où ils ont défoncé les portes sans que ce soit justifié. Ici à Nice, il y a des mosquées qui ont été complètement saccagées parce qu'ils renversent tout, ils rangent rien, ils déchirent tout, ils fouillent, ils trouvent rien, ils s'en vont, merci, au revoir. Et ils te plaquent par terre devant tes gamins. Enfin, c'est l'humiliation, quoi. Bien sûr. Alors. J'ai une question à vous poser, mais on va peut-être accueillir Fatima qui nous attend. Une question à vous poser en matière de lutte contre le terrorisme, qui peut paraître quand même intéressant à explorer concernant la France, notamment en Syrie, en Irak. Ça a été assez trouble par moment. Fatima, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à Faiza et à ton invité. Razik, il s'appelle Razik. Razik, voilà, Razik. Razik. Bonsoir. Razik, c'est ça. Allah yarzuqna wa yarzuqkum. Bil-iman. Fatima, on t'écoute. Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Faiza. Et moi je suis contre, pour les pauvres mères, on leur rajoute aussi le fichier S, parce qu'ils ont tellement de travail avec les trafics de logements, de ceci, de cela, les copains, les amis. Donc on ne peut pas leur ajouter ça quand même. Il faut les laisser tranquilles, les mères. Parce que c'est eux qui ont parqué tout le monde dans certains quartiers par nationalité, par ceci, par cela. Et la deuxième chose, Christophe, alors à chaque fois qu'il y a un acte terroriste, hélas, c'est un acte terroriste islamique. Alors je ne comprends pas ce que l'islam vient faire là-dedans. D'autant plus que à chaque fois, vous m'écoutez Christophe? On vous écoute Fatima. Voilà, à chaque fois qu'il y a un attentat par un voyou, un petit voyou de banlieue ou de ville ou de je sais pas quoi, à chaque fois il a un casier judiciaire long comme le bras. Il fait du trafic. Un musulman, proprement parlé, ne fait pas ça. Moi, tous les musulmans qu'il y a autour de moi ne font pas ça. Ils n'ont jamais été en prison, ils élèvent bien leurs enfants, ils les éduquent bien, et donc c'est des attentats de voyous, de vous voulez dire terrorisme, mais pas islamique. Hier, quand l'autre il a tué, je sais pas moi, le Landais, l'autre, ils ont pas dit que c'était un criminel chrétien. Ils ont dit que c'est des criminels, c'est des voyous, c'est des ceci. Mais pourquoi ils leur collent et personne n'en parle? Et après on dit oui, il faut faire des leçons dans les mosquées. Mais c'est pas les gens qui vont dans les mosquées qui font ce genre de dégâts. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, Fatima. Oui. Je regrette infiniment. Les gens qui vont dans les mosquées, généralement, c'est des gens qui vont pour prier, qui sont, comment dire, donc, et moi, ça m'énerve ce mot, vous pouvez pas, c'est incroyable. Et en plus, il aurait crié Allahu Akbar, hein, selon témoin, hein, parce que ça, on a oublié de le dire. Parce que hier, j'ai cru entendre, et je comprends d'ailleurs Faiza Ben Mohamed qui a tweeté, j'ai envie de casser ma télé. C'est vrai que parfois, on a envie de la casser, cette télé. Parce que hier on entendait, mais oui, mais c'est pas parce qu'il a crié, il a pas crié Allahu Akbar qu'il est pas terroriste islamiste. Et ben là, il se trouve que le procureur de Paris, là, le nouveau, nous a quand même sorti le Allahu Akbar qui aurait été répété, entendu par un témoin. Quoi. Moi, vous savez, Christophe, moi la télé, il y a bien longtemps que je l'ai mis sur le trottoir. C'est là sa place. La place de la télé aujourd'hui en France, c'est sur le trottoir. Elle va faire le trottoir. Moi, j'ai pas besoin. Je vous assure que j'ai pas de télé. J'ai pas de télé. J'ai une radio, c'est tout. J'écoute France Maghreb et notre radio. C'est largement suffisant pour moi. Je vous embrasse tous et je merci vous souhaite Fatima. Merci beaucoup. Bonne soirée Fatima, merci. Bonne soirée. Alors, ça va, tu l'as pas cassé la télé, Faiza, rassure-nous, tout va bien? Non, je l'ai pas cassé, mais quand j'ai dit ça, c'est parce que j'étais devant BFM parce que je suivais les événements pour mon boulot. Ouais. Et j'entends une chroniqueuse police-justice, là où je sais plus comment ils appellent ça, qui explique que on n'a pas retrouvé de documents portant allégeance à Daesh au domicile du tireur présumé, mais qu'on a retrouvé des documents écrits en arabe
et qu'ils sont en cours de... Ça devient des pièces à charge. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chez moi aussi, il y a des documents écrits en arabe. Ça veut dire que ils vont venir. Ouh là là. Bah oui. Toi, t'es fiché, toi. Je sais pas, je dois bien avoir 1 ou 2 documents en arabe chez moi. Ouais. Mais oui, voilà. Mais enfin, je veux dire, en fait, on prend des arguments qui n'en sont pas pour criminaliser la pratique religieuse ou même la pratique culturelle de certains musulmans. Oui, Razik. Juste un petit mot, oui. Remercier l'auditrice pour ces belles paroles, et je vais aller dans son sens. En fait, il y a des éléments de langage qui sont donnés dans les médias mainstream. Lorsque vous avez les mots forcenés, déséquilibrés, tout ce champ lexical là, vous pouvez être certain que ce sera que ça sera un événement qui sera pris sous la focalisation personnelle. Ça veut dire c'est quelqu'un de déséquilibré qui est passé à l'acte. Pour le peu qu'il y ait une connotation d'origine musulmane, parce que je le dis exprès, parce que pour certains ça devient l'origine musulmane. Alors, je crois que la musulmanie est un pays. On va mettre tout de suite le bandeau édition spéciale et attentat. Et c'est un deux mesures qui ils ont sorti toute la nuit BFM, hein, par exemple. Ouais, mais j'ai été l'essentiel de la nuit. Ils ont tout essayé, attaque, machin, flash et tout, et je pense qu'ils attendaient le Allah Akbar pour savoir s'ils allaient dire. Ah bah ils l'ont eu tardivement, ils l'ont eu qu'à midi, midi et demi. Et c'est marrant, celui qui a rétropédalé, c'est le secrétaire d'État. Oui, on va en parler tout à l'heure. Bouge pas, parce qu'il y a eu rétropédalage en direct. Rien n'est encore affirmé, c'était la voix de la raison. Alors qu'au même moment, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, affirmait le contraire. Oui. Voilà. On va prendre Walid avant de répondre aussi à à mes 2 questions à venir. Faut qu'on fasse vite parce que le temps passe super vite. En fait, on pourrait être là 3 heures, 4 heures même. Walid, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Walid. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 dans le LGF. Merci, c'est gentil de nous accueillir. Avec grand plaisir, c'est vous le peuple, c'est vous qui avez des choses à dire. Par rapport à la question, en fait, je voudrais dire que je suis contre d'enfermer les fichiers S. Parce que déjà, la première chose, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a de fichier S? C'est quoi les critères, en fait? Est-ce que c'est être pro-palestinien? C'est très aléatoire, oui. On est fichier S. Parce que moi, j'en connais, des fichiers S. Moi-même, je pense que je suis fichier S. Parce que, par exemple, j'ai été pro-palestinien. Ouais. Parce que j'allais faire la prière du Fajr. Je me réveillais le matin et j'avais 10 minutes de route pour aller jusqu'à la mosquée. Ouais. Et la seconde chose, en fait, c'est qu'on peut être fichier S, mais arbitrairement, en fait. Parce que moi, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais, par exemple, c'était à la mosquée d'Ozan, la Ferrière. Ouais. Il y a eu un moment, un conflit entre les dirigeants de la mosquée. Elle a pas été fermée, la mosquée d'Ozan les Ferrières, non? Elle a été fermée, elle a été réouverte. On a œuvré pour la réouvrir et on a réussi à l'ouvrir. Mais pour un conflit entre musulmans encore. Ah oui. Et donc, suite au conflit, moi, j'ai pris position avec un parti. Ouais. Qui était le parti qui était contre ceux qui étaient contre les dirigeants qui étaient actuels à ce moment-là. D'accord. Le dirigeant de la mosquée, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé les RG, c'est parce que ça date d'il y a 5-6 ans, il a appelé les RG, et il leur a dit comme quoi il y avait des gens qui étaient radicalisés dans la mosquée et qui voulaient récupérer le pouvoir à la mosquée, ceci, cela. Et donc à partir de là, on a été surveillés. Quand on se levait le matin pour aller faire le Fajr, on était suivis par une voiture. Il y avait une voiture qui était garée en face de la mosquée, qui nous surveillait, qui nous lâchait pas. Donc aujourd'hui, c'est quoi être fichier S en fait? Et la question que je me pose en fait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'islam est compatible avec la France? Est-ce que ce que Dieu nous a dit de faire ou de ne pas faire, est-ce que c'est compatible avec la politique et la loi française? Alors ça, c'est une grosse question. Alors je sais pas si on pourra y répondre, si on est habilité à y répondre. Ah bon, est-ce qu'on est habilité à y répondre? La Constitution, elle y répond normalement. Ouais. L'État français laisse le libre exercice des cultes dans la République. Alors peut-être qu'on va demander à Walid pourquoi il pose cette question. Qu'est-ce qui, par exemple, ne serait pas compatible avec la République française? Walid, un exemple. Parce que moi, quand je regarde, par exemple, les signes de radicalisation, en fait, c'est de se lever le matin, aller au Fajr. Pour eux, c'est un signe de radicalisation. Ouais. Ne pas écouter de la musique, c'est un signe de radicalisation. Ouais. Ne pas serrer la main à une femme, c'est un signe de radicalisation. Moi, je serre la main aux femmes. Ouais. Et j'ai pas de pensée obscène en serrant la main à une femme ou en faisant la bise à une femme. Moi non plus. Hein. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a interdit de le faire. Donc, est-ce que je dois l'appliquer aujourd'hui en France ou pas? Selon ton interprétation, si je puis me permettre. Hein. Oui. D'accord, merci. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a plein de choses que Dieu nous interdit de faire, mais si on les fait, on est considéré comme radicalisé. Le fait de croire à... Attends, Walid, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, sur la question de serrer la main. Il y a un certain nombre de choses qui, effectivement, selon certaines interprétations, certaines écoles, certains courants islamiques, sont interdits. Je dis pas si c'est bien ou pas bien. Vous avez le droit de considérer que serrer la main, c'est interdit, machin. Et c'est vrai que c'est considéré pour les services de l'État, ça figure sur la fiche
qui est destiné à poser des critères de la radicalisation. Oui, c'est rage demain. Il est là le souci aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi je pense que si on nous laissait appliquer notre religion dans le respect de la loi et de la démocratie, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Parce qu'aujourd'hui le souci c'est que dès qu'il y a un musulman qui pète de travers, oui, la fiche de critères, la fiche qui pose les critères de la radicalisation. C'est pas une loi. C'est une fiche de critères qui n'a aucune valeur juridique. Donc, il faut aussi te dire que, certes, on essaye de nous imposer des choses, mais à nous de nous battre pour que cette fiche qui pose des critères qui restreignent les libertés religieuses ne soit pas utilisée par des parlementaires pour en faire une loi qui les restreigne encore plus. Donc, quand bien même il y avait une charte laïcité, ce que tu veux, toutes les chartes avec des critères de radicalisation, tout ça, ça n'a aucune valeur aux yeux de la loi. Tu ne seras jamais condamné parce que tu n'as pas voulu serrer la main à une femme. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Oui, Walid. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas condamné. Mais moi, ce que je sais, c'est que par exemple, si demain je suis dans un travail, par exemple, je travaille à la RATP ou à la SNCF, moi, voilà, comme j'ai dit, je serre la main aux femmes, je leur fais la bise, mais c'est pas important que je fais pas ma prière ou que j'essaye pas d'appliquer ma religion. Mais je peux être dénoncé pour radicalisation. Et à partir de là, il y a une enquête qui est ouverte sur moi, on me suit, on fouille dans ma famille. Moi, je vais vous donner un exemple. Après les embrouilles qu'il y a eu à la mosquée, on m'a contrôlé et en porte-clés, j'avais un petit laser. Un petit laser de rien du tout, les lasers à 2-3 euros. On m'a embarqué pour ça, j'ai dormi en garde à vue, et ça a été un prétexte pour perquisitionner chez moi et récupérer tous mes documents et fouiller. Donc c'est... Non, je comprends, c'est plus qu'abusé même. Donc tu fais partie des 4500 personnes qui ont été perquisitionnées. Des perquisitions abusives, et pour ça, malheureusement, même les recours juridiques sont hyper limités. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile à vivre et tout, mais il va falloir continuer à se battre et pas adopter le discours de on n'a pas notre place dans la République et tout. Ceux qui sont pas contents de notre mode de fonctionnement, de notre culture et de notre façon de vivre, ils ont qu'à partir comme Manuel Valls, ils partent. Ah mais ça je suis tout à fait d'accord. Moi c'est ce que je dis. Moi j'ai pas choisi d'être français. Je suis né ici, mes parents sont arrivés ici, je suis né ici. Voilà. Et c'est pas un choix. Je suis français. C'est le plus ça leur plaise ou ça leur plaise pas. Mais moi la seule chose que je veux aujourd'hui, c'est que voilà, je suis français, je suis aussi musulman. Et moi je pense que si on nous laissait appliquer notre religion, comme j'ai dit, dans le respect des lois et de la démocratie et de la politique, en fait il y aurait pas de problème. Et tant qu'on continue, regardez, c'est tout simple. Avec Jacques Chirac, il se prenait pas la tête avec les musulmans, ni avec les pays arabes. Il n'y avait pas de problème. Et depuis qu'on s'attaque aux musulmans, qu'on attaque des pays musulmans, qu'on se mêle de la politique des musulmans, qu'on se mêle des foyers musulmans, ce qu'ils mangent pas, ce qu'ils apprennent à leurs enfants, ce qu'ils leur apprennent pas, comment ils les habillent, comment ils les habillent pas, à partir de là, Merci Walid. Merci parce que la transition est toute trouvée là. Pour ma question que j'ai envie de vous poser, Razik et Faiza. La matière de lutte antiterrorisme de la France et de ses liens un peu... avec un peu douteux, j'allais dire, avec certains groupes terroristes. On s'en souvient, El Nosra notamment en Syrie. Vous vous rappelez de la phrase de Fabius? El Nosra fait du bon boulot en Syrie. Bon, El Nosra, c'est pas ce qu'on peut considérer comme quelqu'un d'un courant tendre. Bien au contraire. Alors est-ce que ça a pas des... Il y a eu l'affaire Lafarge. Lafarge, exactement. Que le gouvernement a étouffé et a même favorisé parce que Lafarge a financé et en tout cas sous le coup d'une enquête pour financement de terrorisme en Syrie, oui. Alors est-ce que là aussi c'est pas le début d'un commencement d'explication de ce que l'on peut faire aujourd'hui en matière de radicalisation, parce que c'est un peu lié quand même, non? Quelque part, Razik, je sais pas, je vais donner juste une donnée. Oui. Qui est notre client principal d'armes en France? Arabie Saoudite. Voilà. Je dirais pas plus. Oui. Bon, très bien. Alors du coup, la question que je voulais vous poser aussi, qu'on enchaîne. Alors les manifestations des Gilets jaunes, vous savez qu'on a vu beaucoup de messages apparaître sur les réseaux sociaux cette nuit, par rapport à la théorie du complot, concernant que tout ça, voilà, ça vise à effacer le mouvement social, que les Gilets jaunes pourront pas y aller. Tout est bravo à Monsieur Macron d'avoir trouvé. Alors, on a pu lire tout et n'importe quoi en matière de théorie du complot. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, d'après vous, est-ce qu'il est responsable d'aller manifester samedi pour cet acte 5, Faiza? Moi, je suis contre l'instrumentalisation de l'attentat de Strasbourg pour essayer d'éteindre le mouvement des Gilets jaunes. C'est deux choses à part, et c'est pas parce que il y a eu cet événement tragique que il faut le dire que la France va s'arrêter de tourner. Les Gilets jaunes, ils sont mobilisés depuis presque un mois. Ils ont réussi à avoir une avancée qui est significative. S'ils considèrent aujourd'hui qu'ils doivent continuer pour obtenir encore plus de choses et parce qu'ils ont plus de revendications, ils doivent pouvoir le faire et on doit leur permettre cette liberté. Razik, est-ce qu'il est responsable d'aller samedi manifester? Moi, je pense que la décision doit appartenir aux Gilets jaunes eux-mêmes. Ça veut dire si les Gilets jaunes jugent opportun
Non, je me mouille complètement et je vais dire le fond de ma pensée après. C'est que si les jeunes jugent opportun de manifester samedi, qu'ils le fassent. S'ils pensent que le moment n'est pas propice à leurs revendications, qu'ils ne le fassent pas. Après, dans la théorie, je rejoins totalement Faiza, sauf que dans la pratique, les forces de police ne sont pas portables à l'infini. Ça veut dire que là aujourd'hui, on est passé au niveau maximal de vigilance. Ouais. Ça nécessite. Ils peuvent nous sortir la carte d'état d'urgence, ils l'ont déjà sorti, mais bien sûr. Dans le Grand Est aujourd'hui, par exemple, les manifestations sont interdites. J'ai cru voir ça, oui, aujourd'hui. C'est vrai, le préfet a pris dans la nuit. Non, mais c'est au niveau national, hein, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai vu passer un message de la préfecture de l'Essonne, par exemple, qui dit que tout rassemblement est interdit. Enfin, alors voilà. en fait, quand le gouvernement a décrété pendant la nuit l'urgence attentat. Ouais. Ça permet aux préfets, à leur appréciation, de pouvoir interdire les manifestations dans leur département. Ouais. Le seul, pour l'instant, qui a pris un vrai arrêté officiel, c'est la région Grand Est, qui interdit strictement, jusqu'à nouvel ordre, les manifestations. Mais ça encore, ça se comprend parce que oui, en plus, il y a chasse à l'homme. Sont mobilisés. Mais après, je veux dire que nous, ici, je sais pas, à Nice, on vient de nous interdire les manifestations. Bon, pour le coup, moi, je participerai pas, en tout cas, ce week-end, parce que je considère qu'il y a eu quand même une main tendue d'Emmanuel Macron, même si c'est pas suffisant et que je considère aussi qu'il s'est foutu de la gueule du monde, mais il a fait un pas. Après, si les gilets jaunes ont des revendications, ils doivent absolument pouvoir les porter. La liberté de manifester, elle doit être protégée. Bien sûr, elle doit être protégée. Moi, je vais donner juste un exemple concret là. Par exemple, au niveau de la Ligue 1 de football, les matchs Nantes-Montpellier et Nice-Saint-Etienne sont d'ores et déjà reportés. Ça veut bien dire que quelque part, le pouvoir en place ne peut pas assurer la sécurité de tous les événements prévus. Ça veut dire à la fois être en vigilance, en vigilance attentat, tout en assurant le bien vivre de tous les événements. Ça devient très compliqué. Cacophonie ce matin au sein même du gouvernement par médias interposés. D'abord, Nicole Belloubet, ministre de la Justice. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie puisque le procureur Rémi Hetz est sur place. Et donc à partir du moment où la section du parquet de Paris antiterroriste a été saisie, on peut effectivement parler d'attentat. Ça, c'était ce matin, très tôt. Donc Nicole Belloubet, qui était ministre de la Justice sur la chaîne de télé Public Sénat. Cacophonie gouvernementale puisqu'à la même heure, ou presque, son collègue au ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, secrétaire d'État à la sécurité, appelait lui au contraire à la plus grande prudence. Le caractère terroriste de la fusillade n'est pas avéré. Je rappelle que c'était ce matin. Là, il est avéré visiblement après les déclarations du procureur. Un individu connu en droit commun, c'est-à-dire qu'il était connu pour beaucoup de délits autres que des liés au terrorisme. Il a fait plusieurs séjours en prison et c'est à l'occasion de ces séjours en prison que a été détecté chez lui une radicalisation, mais dans la pratique religieuse. Donc jamais de signe de passage à l'acte. Et c'est à ce titre uniquement qu'il était suivi, comme beaucoup d'autres individus qui ont pu manifester une pratique radicale religieuse en détention. Donc c'est pour cela qu'il faut être très prudent. La motivation terroriste de l'acte, au moment où on se parle, n'est pas encore établie, et moi j'invite d'ailleurs à la plus grande prudence là-dessus. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter, secrétaire d'État Laurent Nunez, donc concernant cette cacophonie, mon cher Razik, comment tu l'expliques là pour le coup, parce qu'il s'agit quand même de la ministre de la Justice, c'est pas n'importe qui quand même. Oui, c'est assez troublant, c'est assez. Ça se parle entre services dans ce pays. C'est vraiment ça. On reprochait à François Hollande l'amateurisme et la cacophonie. Emmanuel Macron est arrivé en disant vous allez voir ce que vous allez voir. On est des pros. La France start-up, ça va déménager. Aucune cacophonie. Là, depuis une semaine, on est en plein dedans. Et là, pour le coup, j'ai plus envie d'écouter un spécialiste du renseignement qui est Laurent Nunez que la ministre de la Justice. Ouais, c'est un peu la voie de la raison. On n'avait même pas le début du commencement d'une enquête qu'on avait déjà les conclusions. Au bout d'un moment, il faut que le cirque médiatique ne soit pas les prétoires des tribunaux. Chacun sa place quelque part. Non mais ça c'est le problème de la course au plateau télévision. Tu vois. Alors moi cette nuit je suis restée devant BFM parce que je vous l'ai dit tout à l'heure je couvrais pour le travail et j'ai eu 3 bilans. Alors il y avait le maire de Strasbourg qui annonce 4 décès. Ah oui, alors là, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui annonce 3 décès. Ouais. Et la préfecture qui fait après eux un communiqué à 2h15 du matin et qui dit il y a 2 décès. Et moi je faisais mes articles et j'envoyais des flashs. Et toutes les 5 minutes j'étais obligée de corriger parce que je me disais mais lequel a raison? C'est monté à 4 le bon bilan.
C'est monté jusqu'à 4, oui. Ouais. Et là, c'est revenu à 3. Et là, c'est 2. Non, là, c'est 2 maintenant. Ah, c'est 2 maintenant? Parce que j'ai vu Mais ça, c'est la folie des plateaux de télévision, d'information en continu, où tu fais la course à l'information. Tu veux toute la journée, tu veux balancer quelque chose, un chiffre, un scoop, n'importe quoi. Quitte à dire des bêtises, et ben au moins t'as la lumière pendant 5 minutes. Razik Faiza, une question importante que je voulais traiter, mais on n'aura pas le temps. C'est l'utilisation à outrance du flashball, qui a été utilisé et qui a blessé gravement beaucoup de lycéens. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de lycées bloqués hier. Et des manifestants, donc des manifestations. Et les policiers ont fait l'usage de ce flashball qui est une arme létale et qui est extrêmement dangereuse et qui a blessé gravement. Je vais vous donner juste un exemple. Le lycée de mon fils, Corbeil-Essonnes, lycée Douaneau. Hier matin, manifestation devant le lycée. Tout se passe bien. Les policiers arrivent, gaz. Et à l'entrée du lycée, il y a une espèce de petit portique, vous savez, c'est très resserré. Mouvement de foule, 4 blessés. Les policiers rentrent à l'intérieur de l'établissement, gaz dans la cour de l'établissement, jusqu'à ce que les professeurs de ce lycée fassent une chaîne humaine pour protéger leurs élèves. On est où là? Dans quel pays on est? Ça, c'est des faits que normalement déjà le ministre de l'Éducation nationale aurait dû dénoncer. La police n'a pas à s'infiltrer dans un établissement scolaire qui est un sanctuaire d'éducation pour aller y balancer des gaz lacrymogènes. À Douaneau, Corbeil-Essonnes, ça s'est passé. Voilà. C'est quand même assez dramatique. Après, sur l'utilisation des flashballs, il serait temps, et là pour le coup, je vais utiliser un mot que j'aime pas, mais je vais l'utiliser quand même, d'essayer d'instaurer en France la possibilité d'avoir un moratoire sur l'utilisation de ces armes qui blessent, qui éborgnent, qui massacrent des jeunes, mais pas que des jeunes. Il y a aujourd'hui, on a le chiffre officiel, il y a 22 enquêtes pour des violences policières qui ont été ouvertes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes 22. Sur les manifestations. Et encore 22, c'est pas beaucoup parce qu'on a vu des vidéos qui sont absolument scandaleuses. Il y a une jeune fille de 20 ans qui a perdu son œil. Il y a deux personnes qui ont perdu leurs mains à cause de grenades lacrymogènes. Alors bouge pas, ma chère Faiza, parce qu'on a la pub et après elle va nous couper. Donc on en reparle, on finit dans un instant et j'espère qu'on aura le temps pour terminer, j'allais dire en beauté, un petit zapping sympathique. Et puis on va dire un petit mot aussi sur le Paris Saint-Germain, qui est qualifié en 8e, qui a terminé premier. On n'a pas le temps. Et là, elle a raison, Faiza, on n'a pas le temps. À tout de suite. On n'a pas le temps. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, Razik Métiche, Faiza Ben Mohamed, ils sont avec nous en ce mercredi. On parlait avant de la pub et avant de terminer avec le zapping du flashball. Alors Faiza, pour terminer, parce que t'étais parti sur ta lancée là. Je sais plus. Ah si, je disais qu'il y avait un usage disproportionné de la force qui avait été fait pendant ce mouvement des Gilets jaunes. Je pense que il est possible que les forces de police aient reçu un ordre politique d'éteindre à tout prix cette mobilisation pour faire qu'elle arrête de grandir, et du coup ils s'en sont beaucoup pris aux lycéens. Et moi j'invite toutes les personnes qui ont été témoins ou victimes de ces faits et qui les ont pas encore portés à la connaissance de la justice de le faire absolument. Razik, sur l'utilisation du flashball. Sur la question d'utilisation du flashball et même sur la question de l'utilisation des grenades explosives. Oui. Est-ce qu'en démocratie on peut se permettre d'avoir des grenades de désencerclement où on met du C4, on met de l'explosif où des gens perdent leurs mains. On est l'une des rares démocraties à utiliser cet éventail, il faut le savoir. Et sur l'usage du flashball, lorsqu'on a le défenseur des droits, qui est pas connu pour être un gauchiste militant extrémiste, Jacques Toubon. Jacques Toubon qui dit justement, qui demande l'arrêt de l'utilisation du flashball pour les manifestations, c'est bien que leur utilisation pose problème. Alors, il faut aussi rappeler qu'il y a une grenade de lacrymogène qui est à l'origine du décès de Zineb Redouane à Marseille. Marseille, 80 ans, effectivement. Avec un tir tendu. Même si Castaner, il demande à ce qu'on n'aille pas trop vite dans le jugement et que lui, selon lui, en tout cas, elle est morte d'un choc opératoire. Elle est morte d'un choc opératoire, absolument. Ouais, parce que les médecins légistes aussi. Voilà. Oui, et moi, je m'appelle Gertrude. Oh non, je préfère Faiza. Moi aussi. Ouais, ça te va mieux. Ça correspond mieux avec ton visage. Faiza, Razik, demain, sachez qu'on aura un témoignage exceptionnel. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose d'horrible à Mantes-la-Jolie la semaine dernière. Oui. C'est 154 enfants que l'on a humiliés, hein, il n'y a pas d'autre mot je crois, et qui, pour certains, beaucoup d'entre eux ont passé des gardes à vue de 24 heures et qui ont subi des insultes à caractère raciste envers eux mais aussi envers leurs parents. On aura le maman, Rachida elle s'appelle, qui va témoigner en direct, en exclusivité sur France Maghreb 2 pour nous raconter ce qu'a subi son fils de 16 ans. Et voilà, c'est très choquant. Elle sera avec nous demain à 17h30. Soyez là et au rendez-vous. Rachida pour son témoignage demain. On termine avec tiens, le zapping. Allez. Allô, quoi. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. On va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Ok. Alors,
J'aime beaucoup ce jingle. Alors, dans le zapping, tiens, Christophe Castaner, cette nuit, le ministre de l'Intérieur fait la chasse aux journalistes sur la scène du crime du côté de Strasbourg. Écoutez, c'est très rapide. J'invite les journalistes, vous êtes sur une scène de crime là. Donc, non, s'il vous plaît, je vous invite à... C'est moi les journalistes. S'il vous plaît, fermez là. S'il vous plaît. Reculez. Remettez, attention, vous marchez. Allez hop, ça dégage. Castaner fait le ménage, les journalistes, vous n'allez pas être là, vous dégagez. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le zapping? Alors, vous savez que les 12 coups de midi, est-ce que vous avez déjà regardé l'émission de TF1, les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann? Ça m'est déjà arrivé. On s'éclate, hein. Et Jean-Luc Reichmann s'éclate aussi, notamment avec les questions de Jean-Luc et des questions des candidats. Écoutez. Top. Quel mot désigne un engin explosif ou un chapeau d'équitation? Un bol. C'est pas de bol. Il est bon quand même ce Jean-Luc. Moi j'aime bien ça. C'est très fraise d'en bas, non? France d'en bas ce jeu. Franchement, ça marche du tonnerre d'ailleurs au niveau audience. Jean-Luc Reichmann, c'est pas ton truc? Toi tu préfères BFM TV, hein, Paysa? Non, moi j'aime bien, il est marrant, mais après c'est hyper léger. Ouais, mais ça fait du bien de temps en temps aussi. C'est des blagues de beauf, un peu. Ouais, voilà, genre tu vas rigoler 5 minutes, mais ça reste un peu des blagues de beauf aussi, faut l'avouer. Bon, alors autre chose dans notre zapping durant l'édition spéciale de BFM TV cette nuit, j'en parlais tout à l'heure suite à cette attaque survenue à Strasbourg. La théorie du complot était bel et bien en marche, à en croire les commentaires. Du coup, BFM a tenu à faire une petite rectification ou tenter d'apporter une explication. Beaucoup de soupçons sur des informations qui sont données, notamment des captures d'écran de l'édition spéciale de BFM TV hier soir, en cause les heures de publication de ces messages sur Twitter. Regardez par exemple le message du président de la République, il est indiqué 16h55 alors que le message a été posté à 1h55 du matin. Autre exemple avec des tweets du préfet de la région Grand Est, c'était le moment où il demandait aux habitants d'éviter le secteur de l'hôtel de police. Là encore, 11h47 au lieu de 20h47, à chaque fois 9 heures de décalage. Alors il n'y a pas de manipulation, en fait ça vient de la personne qui a fait les captures de ces messages sur Twitter, ça vient du paramétrage de son compte. En fait par défaut, quand vous ouvrez un compte Twitter, il est sur le fuseau horaire de la Californie, donc avec 9 heures de décalage. Si vous ne le changez pas, eh bien ça reste comme ça. Voilà, l'explication vous a convaincu, Faiza Razik? Oui, non, mais ça c'est vrai. J'en ai déjà fait les frais. Moi, je me suis déjà posé des questions sur les. Et en fait, effectivement, c'est les réglages Twitter qui faussent l'horaire. Donc voilà, explication apportée. Et puis c'est une perte de temps et d'énergie. De quoi? Là, d'expliquer tout ça au moment où on aimerait savoir peut-être un peu plus sur les événements en cours. Ouais. Non, mais alors le but clairement de certains médias là en ce moment, c'est de faire courir le bruit qu'il y a une théorie du complot de partout. Ils sont en train de nous dire que certains médias, tu dis, tous complotiques. Ouais. Certains médias, oui. Là, il y a eu plein d'articles aujourd'hui qui sont sortis pour dire allez regarder sur les forums des Gilets jaunes, tout le monde est complotiste. Ils pensent que l'attentat est un faux attentat destiné à faire taire la mobilisation, blabla. Et en fait, ils sont juste en train de nous dire que les réseaux sociaux, ils veulent dépeindre les réseaux sociaux comme une caisse de résonance du complotisme, tout simplement. Bon, en tout cas, chose est sûre, c'est que moi, ces réseaux sociaux, ils me plaisent. Parce que aujourd'hui, il oblige le politique à faire extrêmement attention. Il oblige aussi les médias à être extrêmement attentifs. Parce que dès la moindre connerie, elle est reprise, tout de suite par les internautes. Bon, mon cher Azik. Ah, on va parler du PSG, on dirait. Non, on va pas parler du PSG parce qu'on n'aura pas le temps, mais on va juste saluer la performance du PSG qui s'est qualifié en 8e de finale et qui termine premier de son groupe évidemment, et on souhaite grosse performance réellement. Grosse performance hier face à Belgrade et également ce soir le Tour de Lyon. Alors Lyon ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Mais en tout cas, belle performance puisque le boulot a été fait. Paris qualifié en 8e et en plus termine premier du groupe. Alors quelles équipes pourraient rencontrer le PSG en 8e? Tiens, fais-nous rêver. Alors la grosse cote, ça serait l'Atlético Madrid. Ouais, prenable. J'attends de voir. Je vous trouve toujours arrogant, comme je le dis souvent, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais. On verra. Ouais. Et puis après, il y a d'autres quoi? Atlético Madrid, Tottenham aussi. Ouais. Et si le Bayern perd ce soir, il y aurait une grosse cote que vous rencontrerez le Bayern dès les 8e de finale. Ah, j'aimerais bien. Et après, vous pouvez sortir avec un petit Porto, par exemple. Porto, ça va. Peut être sympa. Tranquille, ça. Ça peut être sympa. Faiza, tu t'en fous? J'allais dire, tu parles du PSG, il veut plus rendre l'antenne, Christophe. c'est vrai, faut y aller, t'as raison. Il veut plus raccrocher. T'as raison. Bon, Faiza, merci beaucoup, ma chère Faiza. Et, rendez-vous probablement mercredi prochain, alors. À mercredi prochain, ouais. Merci, Faiza, et à très très vite. Merci beaucoup, Razik.
Merci à toi. Merci. Demain, Mehdi Chebaiki ainsi que Nadir Kaya normalement et Audrey Pronosti. Et donc le témoignage à ne pas louper demain dans cette émission. Rachida, maman d'un enfant qui a vécu l'humiliation à Mantes-la-Jolie la semaine dernière, qui a subi aussi une garde à vue. C'est un mineur, qu'elle nous expliquera donc ce qui s'est passé concernant son fils. Rendez-vous demain dans le LGF. Toujours évidemment l'émission qui vous rassemble et vous ressemble. Voilà, c'est ça le slogan de cette émission. Elle vous parle et on est ravis de vous retrouver au quotidien sur France Maghreb 2 de 16h à 18h. Bonne soirée à tous. Dans un instant, Medjahed pour vous divertir et ça fait du bien dans ces temps difficiles. Le flash de 18h à 18h05, c'est la particularité aussi de France Maghreb 2. Marine Garel pour le flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Plus de 700 policiers et gendarmes sont mobilisés en ce moment pour tenter de retrouver le tueur de Strasbourg. Cet homme a ouvert le feu hier soir aux abords du marché de Noël. Bilan 2 morts et une 3e personne en état de mort cérébrale et 12 blessés dont 6 toujours en état d'urgence absolue. L'assaillant âgé de 29 ans est fiché S pour radicalisation islamiste, mais il ne présentait aucun signe de passage à l'acte. Selon des témoins cités par le procureur de la République de Paris, l'assaillant aurait crié Allahu Akbar en ouvrant le feu. 4 de ses proches, ses 2 parents et 2 de ses frères ont été placés en garde à vue. La menace terroriste est toujours au cœur de la vie de notre nation. Propos tenus ce matin par le président Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Selon le chef de l'État, dans les moments que nous vivons, le sens de l'intérêt général devrait amener à chaque responsable politique au calme et à la retenue. Et par ailleurs, sur Twitter, la gendarmerie nationale alerte sur les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation des lycéens. 60 lycées perturbés ce matin, dont une vingtaine totalement bloqués. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation, la mobilisation est en baisse. Les syndicats dénoncent notamment la réforme du bac et l'accès à l'université. Theresa May joue son avenir politique avec un vote de défiance organisé ce soir à l'initiative de son parti qu'elle s'est mise à dos avec l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. La première ministre britannique entend bien se battre jusqu'au bout. La Ligue de football professionnel annonce que plusieurs rencontres de Ligue 1 sont reportées ce week-end, notamment Caen, Toulouse, Nantes, Montpellier et Nice-Saint-Étienne. La rencontre entre Caen et Toulouse était programmée samedi à 20h. Elle a été annulée en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions. En football, toujours, ce soir, Lyon affronte le Shakhtar Donetsk dans l'espoir d'une qualification. Et hier soir, Paris a écrasé Belgrade 4-1. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.